Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue, re-bienvenue encore pour ce cycle de conférences au Musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Alors ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir monsieur Joël Rochard, expert international en développement durable. Alors je vais vous dresser rapidement son portrait. Il a commencé sa carrière au CIVC dans les années 80, où il est devenu très rapidement expert en viticulture durable à une époque, années 80, où l'environnement n'était pas toujours d'actualité ou à la mode. À ce titre, expert en développement durable, il a aussi embrassé une carrière d'enseignant au lycée viticole d'Avise et il a mené de nombreuses conférences dans les centres de formation ou à l'université. Au milieu des années 90, fort de ses expériences, il va devenir responsable de la mission environnement du CIVC, puis directeur du pôle national environnement de l'Institut technique de la vigne et du vin. Alors, tout au long de ces années, son implication dans nombreux réseaux thématiques internationaux, ainsi que l'animation de projets européens, lui ont permis d'appréhender une approche mondiale du secteur viticole, en lien notamment avec l'élaboration et la dégustation des vins effervescents, le développement durable, la biodiversité, les paysages, les changements climatiques et la conception des caves. Et donc, nous recevons ce soir monsieur Joël Rochard pour une conférence, donc vous voyez le titre, Importance du climat pour nos terroirs viticoles, adaptation de la Champagne au changement climatique. Comme toujours, cette conférence sera suivie par une séance de questions-réponses. Donc, on se retrouve à la fin et je vous laisse la parole, monsieur. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, nous allons passer un peu plus d'une heure ensemble. Je voudrais vous remercier de m'accueillir pour cette présentation. C'est un plaisir pour moi. Je retrouve mon ancien directeur, Monsieur Barbier, mon ancien président, Jean-Marie Tarlan. Voilà, donc la présentation a été faite. Je ne vais pas y revenir. Donc effectivement, création du pôle national environnement qui est devenu développement durable. Et à partir de ma première thématique, effluent, j'étais un petit peu leader là-dessus, et la Champagne aussi, puisque on a démarré tout ça vers les années 80. Donc on a élargi le champ d'investigation avec l'approche que je vais expliciter un petit peu avant de cibler sur le changement climatique, le développement durable, toujours le volet technique, gestion des effluents et déchets, et puis ce qu'on appelle les externalités des terroirs, de la viticulture, donc la connaissance, la valorisation des paysages viticoles et aussi de la biodiversité, et puis le changement climatique avec deux entrées. Le climat change, va continuer de changer, comment on s'adapte, donc que je vais développer aujourd'hui avec un focus également pour la Champagne, et puis aussi, j'en dirai quelques mots, la filière viticole, comme chacun d'entre nous, comme toutes les filières de production agricole et industrielle sont à l'origine des effets de serre, donc comment on peut réduire effectivement cet impact effet de serre. Et également, puisque j'ai eu l'occasion, au début de ma carrière, notamment au CIVC, d'accompagner les démarches de qualité des centres de pressurage, d'être très souvent en lien avec les architectes, les maîtres d'œuvre. Et donc l'idée, c'est effectivement d'appliquer aussi le développement durable dans la conception, l'architecture et le fonctionnement d'une cave, tant vis-à-vis de l'énergie que de l'eau, j'en dirai quelques mots. Et puis bien sûr, ce développement durable, il faut pouvoir l'évaluer, et j'ai travaillé sur pas mal d'indicateurs, ce qu'on appelle le bilan carbone, des analyses de cycle de vie, et puis toute la labellisation qui s'accompagne. Donc vous avez ici un petit panorama de quelques ouvrages, axés sur la Champagne, donc les vins effervescents avec Gérard Ligier-Belair, que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent, qui est le spécialiste de la bulle. Moi, j'ai fait toute la partie élaboration, histoire et terroir. La découverte de la dégustation du champagne avec Karine Herbin, qui était une de mes étudiantes, qui est devenue une de mes collègues. Et puis les deux ouvrages qui vont plutôt donc servir pour cette présentation d'aujourd'hui. Le traité de viticulture et d'œnologie durable, paru il y a une quinzaine d'années, donc c'est vrai que c'était moins d'actualité. Et puis un ouvrage, puisque j'ai eu la chance, étant expert pour l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin, j'ai pratiquement fait des conférences dans tous les pays viticoles du monde. Je suis amateur de photos, et donc à partir de mes photos, j'ai utilisé le paysage pour expliquer, on va dire, l'histoire, la géographie de la vigne et du vin, avec donc la notion d'émergence de paysage et les enjeux. Donc j'ai ces livres-là, les deux, qui peuvent vous intéresser, notamment l'ouvrage Vigne et terroir, qui est accès grand public. Alors, pour introduire un petit peu, d'une manière un peu plus globale par rapport au seul changement climatique, on peut dire que l'homme a un impact de plus en plus important sur notre planète. Vous avez ici à gauche l'indicateur donc par rapport à l'énergie. On aurait la même chose sur la biodiversité, sur l'utilisation de l'eau, sur la production de déchets.
Et donc, bien sûr, l'homme, progressivement, sa première source d'énergie externe, ça a été le feu, première révolution. Et puis ensuite, l'utilisation de la force animale, avec le développement de l'agriculture. Et puis la révolution, donc révolution industrielle, milieu du 19e siècle, on s'aperçoit qu'on a du charbon, ensuite du pétrole, du gaz, qui permettent effectivement de démultiplier l'énergie disponible, que l'on croyait à l'époque effectivement disponible de manière illimitée et sans impact, mais on s'aperçoit que c'est illimité, et donc par rapport aux générations futures, et ça a un impact effectivement sur le climat. Toute cette révolution industrielle qui a permis également un développement, une augmentation de la démographie, progrès de la médecine, de l'agriculture, et donc également une courbe exponentielle en termes au niveau de la population, 7 milliards et probablement, on ne sait pas trop, 8, 9 milliards d'ici quelques décennies. Alors quand on croise les deux, c'est-à-dire un impact individuel, même s'il n'est pas évidemment uniformément réparti au niveau mondial, mais un impact individuel moyen en progression, forte ces dernières décennies, une population qui augmente, quand on croise les deux, eh bien, on a une empreinte planétaire de plus en plus importante, et c'est ce qui a amené la conscience qu'effectivement, on ne pouvait pas rester sur ce système de manière illimitée, et l'émergence, effectivement, du concept de développement durable, qui a émergé vers les années 80 avec le rapport Brundtland, et donc la conférence de Rio qui a validé tout ça. Alors donc, on a coutume classiquement de mettre en avant le triptyque, le triptyque économie, environnement, sociétal. Et moi, j'aime bien ajouter, parce que je pense que c'était un peu un oubli, en tout cas c'est important pour le secteur vin, la culture. Donc moi, j'ai plutôt tendance à utiliser les 4 entrées, et la culture qui est particulièrement importante pour le vin. Le vin est un produit culturel, et vous verrez dans ma conclusion que je pense que par rapport aux enjeux que nous avons à surmonter au cours des prochaines décennies, la culture sera très importante. Alors, il faut bien avoir conscience que tout cela aussi a amené un changement de paradigme. Autant les années 50, ce que j'appelle l'âge d'or de la modernité, eh bien, c'était la technologie, la chimie. Le défi, c'était l'autosuffisance alimentaire. C'était des populations qui partaient des campagnes pour aller dans les usines des villes. Et donc, bien sûr, moi j'ai connu ça aussi, une formation agricole au départ, on était un peu dans cette mouvance. Et on s'aperçoit que cette hypermodernité a ses limites, et par effet de balancier, eh bien, le retour, et ce qui a aussi ses vertus, donc le sensible, le naturel, le côté écologique, le bien-être qui a peut-être pu être abandonné, mais aussi des aspects un peu irrationnels, et nos sociétés sont un peu confrontées à tout ça. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est en petit, mais c'est juste pour dire que, bien sûr, je vais parler du changement climatique majoritairement, mais que par rapport à des structures viticoles, le changement climatique n'est qu'un des aspects, et que bien sûr la biodiversité, la réduction des intrants, la gestion des déchets, etc., doit également s'intégrer dans une approche beaucoup plus globale, parce qu'on voit parfois de la communication, des bas carbone, etc., mais ça, pour moi ça suffit pas. Ce projet par rapport au changement climatique doit aussi s'intégrer dans une approche plus globale. Alors le climat, on va entrer un petit peu dans le détail très rapidement, mais juste pour dire que c'est un système complexe que l'on commence progressivement à décrypter. On n'a encore pas, il y a encore des aspects qu'on a du mal encore à cerner, et en tout cas en prospective, mais progressivement, via les satellites, via les systèmes de mesure, on arrive à comprendre au moins les éléments les plus importants, même s'il reste encore beaucoup d'inconnus. Alors le climat, c'est quoi? Alors le climat, bien sûr, c'est le soleil. Le soleil qui représente l'énergie principale sans laquelle, bien sûr, on ne serait pas là. Et donc, on comprend bien que dans la zone qui est juste en face du soleil, la zone tropicale, eh bien, on a effectivement une intensité lumineuse plus importante, alors que, puisqu'on est sur un flux tangentiel au niveau des pôles, moins d'énergie, c'est pour ça qu'il fait plus froid au niveau des pôles, par rapport effectivement aux zones tropicales. Bon, ça tout le monde connaît, c'est juste un rappel. Et que bien sûr, le climat, en fait, change majoritairement, probablement avec des effets anthropiques depuis quelques décennies, qui va se prolonger au cours du XXIe siècle. Mais ce climat a déjà changé
historiquement. Hein. Donc, alors l'évolution solaire, on verra que la variation est pas très importante, mais également au niveau de l'histoire, je vais y revenir, la tectonique des plaques qui a également contribué à des modifications, et puis surtout hein, l'évolution de l'orbite terrestre, donc à l'échelle de centaines d'années, donc de plusieurs milliers et milliards d'années, eh bien, ce climat a déjà changé de manière naturelle. Alors, sur les activités solaires, en fait, c'est pas facile. Il y a des mesures de tâches solaires hein, historiques. On mesure véritablement l'intensité solaire liée à ces tâches depuis quelques années. Et on considère que la variation, en tout cas observée au cours des dernières décennies, peut amener 0,1, 0,2 degrés d'écart. Hein, et donc avec des cycles tous les 10 à 18 ans. Donc l'intensité solaire globale, hein, telle qu'on l'aperçoit au niveau du Soleil, n'est pas un facteur significatif de modification du climat. Alors, donc l'effet de serre, évidemment, on reçoit l'intensité lumineuse, mais une partie, et fort heureusement, de cette intensité lumineuse reste hein, au niveau de l'atmosphère. Sans effet de serre, on connaît tous l'effet de serre, hein, lorsqu'on est dans une voiture, eh bien, on comprend bien qu'il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisque le rayonnement se réfléchit. Se réfléchissant, on a modification de la longueur d'onde, et notamment des infrarouges, et une partie des infrarouges va être retenue soit par le verre, soit par des gaz qui ont cette propriété d'effet de serre. C'est Arrhenius, hein, qui est le premier, à la fin du 19e siècle, avait mis en évidence, effectivement, hein, cet effet de serre. Alors, heureusement qu'il est là, parce que la Terre serait à moins 18 degrés, d'après des calculs scientifiques, alors qu'on est en moyenne autour de 15 degrés, plus 15 degrés. Donc, l'effet de serre, heureusement qu'il existe, mais on va voir qu'effectivement, son augmentation, l'augmentation de la concentration, notamment en CO2, peut impacter les générations futures. Alors ça, c'est intéressant, donc de comprendre là où nous sommes par rapport à l'histoire de la Terre, c'est-à-dire plus de 4 milliards d'années. La Terre donc se forme avec une nébuleuse, avec beaucoup de gaz, du gaz carbonique, de l'eau mais sous forme vapeur. Ce faisant, progressivement, la Terre se refroidit, donc l'eau passe sous forme liquide. Sous forme liquide, il y a entraînement des carbonates, un peu l'origine de la craie, donc entraînement d'une partie du CO2. Et ce CO2, eh bien, diminue au cours du temps pour finalement contribuer à une diminution également de la température qui permet, dans un premier temps, l'apparition de la vie dans les milieux marins, à l'origine de la photosynthèse, avec un début de production d'oxygène. Et ensuite, les milieux vivants ont tendance à s'étaler là où il peut, donc au niveau terrestre. Mais terrestre, il y avait deux contraintes. La première contrainte, c'est que dès qu'on est sur Terre, on est sensible aux UV. Et c'était la possibilité, grâce à la production d'oxygène, d'obtenir la couche d'ozone progressivement qui protège la Terre des UV. Sans ça, en milieu terrestre, ça aurait été impossible. Et puis la deuxième chose, et notamment pour la production de nos forêts, grandes forêts équatoriales qui sont des stocks, des puits de carbone, ça a été aussi une complexité au niveau des molécules, notamment la lignine, qui assurait la stabilité de ces arbres. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur la Terre, la force principale, c'est la gravité. Et donc, si vous n'avez pas effectivement un système qui permet d'avoir des arbres qui se jouent de la gravité, eh bien, c'est impossible. Donc, on a effectivement diminution du CO2, augmentation de l'oxygène, et puis l'homme, hein, on l'a vu tout à l'heure, l'évolution, au début, développement de l'agriculture, un peu de feu, un peu d'énergie externe, l'énergie animale, et puis donc arrive effectivement, et là, à l'échelle de la Terre, c'est même pas une seconde ramenée à une année, donc l'homme qui effectivement consomme les énergies fossiles et renvoie dans l'atmosphère une partie du carbone qui a été stocké pendant très très longtemps, puisque cette photosynthèse a contribué, bien sûr, à la formation des plantes, mais aussi à l'accumulation à l'origine du pétrole dans les mers, hein, de carbone stocké dans les mers, et donc finalement, par cette énergie fossile, on ne fait que ressortir. Alors, autre aspect qui a également joué, c'est que vous savez peut-être que la Terre, au début, c'était une Pangée,
hein, donc un continent unique qui finalement s'est éclaté avec un espèce de pulse. Et donc on comprend bien que le fait d'avoir des ouvertures au niveau des continents, notamment par rapport au courant marin, eh bien, a influé, hein, dans une certaine mesure, les conditions climatiques au niveau de chacune des zones de la Terre. D'ailleurs, c'est intéressant, je l'ai mis là-dessus parce que, en fait, donc au niveau de la découverte effectivement de Wegener, des soupçons effectivement qu'il a eu du mal à faire passer au départ, hein, de ce fractionnement, de cet effet de puzzle progressif, eh bien, il a utilisé effectivement des espèces animales qu'il pouvait retrouver sur différents continents avec des ressemblances. Et c'est intéressant de voir que le genre Vitis, donc Vitis vinifera, la vigne que nous cultivons qui vient d'Europe, eh bien, on a aussi des Vitis, notamment aux États-Unis et en Asie. Je connais en Chine, j'ai eu l'occasion d'y aller faire plusieurs missions. Et c'est intéressant de voir que finalement, cette vigne qui a suivi son chemin, s'adaptant à des conditions différentes au niveau des États-Unis, a résisté au phylloxéra. Et donc, on est content maintenant de retrouver cette vigne résistante au phylloxéra pour nous se sortir du phylloxéra et des autres maladies avec l'hybridation. Je vais en dire quelques mots. Donc, comme quoi la biodiversité, qui peut très bien ne pas être perçue comme intéressante parce que à quoi ça sert, bah, finalement, un jour, on s'aperçoit que ça peut servir. Et puisque aussi on a des gènes qui sont communs, ça veut dire qu'on peut aussi demain peut-être se sortir d'une situation de pandémie ou autre, pas simplement avec les gènes humains, où on peut avoir effectivement des gènes d'autres espèces. Alors, un des facteurs également de variation du climat, donc ça a été mis en évidence à partir du moment où on a pu montrer qu'il y avait des périodes d'alternance. Une fois que le CO2 était à peu près stabilisé, eh bien, on avait des périodes de glaciation, donc très froides, et au contraire, des périodes chaudes qui se succédaient avec une sorte de cycle quand même. Là, on est sur des milliers d'années, centaines de milliers d'années. Et donc, c'est un chercheur serbe, Milanković, qui a essayé de comprendre à partir d'une dimension astronomique. En fait, la Terre est toute petite, petit là, et par là. Donc si la Terre était toute seule à tourner autour du Soleil, on n'aurait pas de variation climatique. Mais comme on a des grosses planètes, donc notamment Saturne qui est pas très loin, par le jeu d'attraction entre le Soleil et les planètes, eh bien la circonvolution autour du Soleil est parfois proche du cercle et parfois effectivement beaucoup plus ovale. Et donc le fait d'avoir à certains moments une circonvolution ovale fait qu'on a effectivement cette alternance de froid et de chaud. C'est comme ça que Milanković a compris cette alternance effectivement de périodes glaciaires et de périodes beaucoup plus chaudes. Et puis bon, pour compléter un petit peu, on a aussi la Terre qui, si on fait le plan entre le Soleil et la Terre, eh bien on n'a pas une perpendiculaire, la Terre est inclinée avec une inclinaison qui varie, et puis cette Terre a aussi une forme de toupie. Et donc là, on a une variation plus faible sur les temps plus courts, mais c'est vrai que la principale variation, c'est par rapport à cet aspect circonvolution autour du Soleil. Voilà. Alors ces variations ont bien sûr des conséquences et sont à l'origine de certains de nos terroirs, de beaucoup de nos terroirs. De toute façon, chaque terroir, c'est un peu l'esprit du livre, donc c'est toujours une histoire de la Terre et une histoire des hommes, à la combinaison des deux. C'est vrai que si on avait, en imaginant une histoire commune de la Terre dans deux endroits du monde, mais une histoire des hommes qui serait différente, on n'aurait pas les mêmes vignobles, et inversement. Donc c'est toujours la combinaison des deux. Alors, donc on comprend, alors bien sûr, pardon, on ne va pas entrer dans le détail des successions, mais ça on le sait, de périodes justement chaudes, froide, avec montée du niveau des mers, donc immersion, et à l'inverse, des mers qui se retirent. Donc on voit au travers de ces petits visuels cette succession. Là, on est sur du temps très long. À chaque fois que la mer se retire, bien sûr, c'est un phénomène de sédimentation, notamment avec le CO2 qui s'est combiné au calcium pour former, on connaît la craie, mais la craie qui correspondait à des contextes climatiques particuliers de dépôt. Pas très loin, mon secteur dans l'Aube, le Jurassique, où là on a un calcaire beaucoup plus dur. Et donc chacun des sédiments qui s'est déposé est issu
d'une histoire particulière de la mer de l'époque, et notamment sous l'angle climatique. Et puis un autre aspect qui intervient également, ce sont les éruptions volcaniques. Alors sur des temps plus courts, donc probablement l'un des phénomènes, en tout cas de l'histoire récente, quelques siècles, le Tambora, qui en 1815 donc a provoqué effectivement des dépôts, enfin non pas des dépôts, mais des fumées et des poussières au niveau de l'atmosphère qui empêchaient la lumière de passer. 1816, c'était un été, pardon, donc pratiquement sans conditions chaudes. Hein. Les vendanges les plus tard, comme l'a fort justement souligné, souligné les historiens, Emmanuel Leroy-Ladurie. Et donc effectivement, lorsqu'on a des éruptions volcaniques, un supervolcan, eh bien, on peut avoir un refroidissement très fort l'année qui suit, et ensuite ça diminue. Donc c'est pas un impact global et continu, mais ça peut avoir des conséquences, et les vendanges, effectivement, étaient fin octobre, et avec des raisins qui n'étaient pas mûrs, et il y a eu des famines derrière au niveau agricole, bien sûr. Et puis, donc ce qu'il faut considérer aussi, on a vu tout à l'heure que il fait plus chaud au centre et moins chaud en haut, et donc la nature a horreur du déséquilibre, et donc à partir de là, eh bien, se créent des échanges pour établir l'équilibre avec ce qui est fluide. Qu'est-ce qui est fluide? L'eau, les courants marins et l'air, et le vent. Voilà, donc tout ça aboutissant, y compris et en particulier au niveau de notre zone européenne, façade atlantique européenne, avec le fameux Gulf Stream, qui permet effectivement de pouvoir donc avoir des conditions avec des hivers plus doux, comparativement par exemple au centre des États-Unis ou au centre du Canada. Alors là, je vais un peu sur le changement climatique. Quid de ce Gulf Stream et de ces courants, puisqu'on sait qu'il y a des phénomènes d'échange entre l'eau douce et l'eau salée. Et donc là, il y a beaucoup d'incertitudes, mais je pense que pour l'instant, personne ne sait répondre. Voilà. Alors ces océans qui, bien sûr, ont des effets, même en dehors des courants, mais le simple fait d'avoir de l'eau à proximité, effectivement, des continents, qui amène effectivement des températures avec moins de variations, aussi bien en été qu'en hiver. Et donc, on retrouve au travers de la carte de France, bien évidemment, la zone océanique par rapport à des zones continentales dans lesquelles nous sommes, en tout cas le début. Et puis, plus on va à l'intérieur du continent, plus on a effectivement des conditions continentales avec parfois du très froid. Moi, j'ai eu l'occasion, par exemple en Chine, j'ai eu l'occasion de faire des missions, même de l'enseignement, proche du désert de Gobi, où on a des 40 degrés en été et des moins 30 en hiver. On verra tout à l'heure que ça fait partie des vignobles un peu particuliers. Je vais vous en dire un mot. Et puis, par rapport à ce climat, l'altitude, donc en moyenne 0,6 degrés, donc 150 mètres par degré, donc 0,6 à 1 degré par 100 mètres, parce qu'il y a les effets aussi Adrey-Hubac qui peuvent atténuer, mais disons qu'on sait, quand on va en altitude, évidemment, il fait plus froid, et c'est une des pistes pour ceux qui ont des vignobles à proximité de montagne. Il y a tout un travail, je sais que le Douro, par exemple, a fait ce travail avec Greg John, un grand spécialiste américain de climatologie. Et puis, il y a aussi, en Amérique du Sud, lorsqu'il y a des montagnes à proximité, il y a déjà, effectivement, des migrations vers des zones un peu plus en altitude. Alors, voilà, balayer rapidement ce qu'est le climat. Je pense qu'il est intéressant de bien avoir ces éléments en tête. Maintenant, comment ce climat agit sur la vigne? Pour Jean-Luc Barbier, peut-être reconnaître, Bagnus, c'était il y a 2 semaines, avec un bel arc-en-ciel. J'arrive juste au moment où il y avait cet arc-en-ciel au-dessus du vignoble de Bagnus. Voilà. Alors, le terroir, c'est quoi? Alors, bien sûr, le terroir, pas que je me déplace trop, c'est classiquement, on imagine, on va dire la dimension physique du territoire. Donc, bien sûr, ce qu'on appelle la géomorphologie, c'est-à-dire la géologie, on l'a vu tout à l'heure, la morphologie, le relief, les pentes, et puis le climat, qui est une des composantes principales. Mais il y a l'homme aussi. Donc l'homme, c'est finalement le terroir. C'était pas forcément le cas dans les premières définitions, mais maintenant on essaye d'intégrer effectivement l'homme
au sein du terroir, et on verra que ça sera important, et en particulier quand je vais parler de la Champagne. Et donc, on a formalisé au sein de l'OIV une définition qui reprend ces éléments, et on a souhaité, là j'en suis un petit peu à l'origine, dire que le terroir, bien sûr, sa fonction c'est de produire des raisins, mais aussi ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire le paysage et de la biodiversité. Autant d'éléments qui n'étaient pas forcément mis en avant par les agronomes, mais voilà, en plus j'étais vice-président de la commission, donc ça aide, et donc on a réussi à mettre ça en avant, en disant que le terroir c'est aussi des valeurs patrimoniales, ce que les Anglais appellent l'héritage, voilà. Alors, parfois ces terroirs, j'avais déjà un petit peu vu, mais aussi la glaciation, par exemple, si on prend le vignoble suisse, c'est finalement reprendre l'histoire de la glaciation en Europe. Et ces glaciers, effectivement, eh bien, ont formé des lacs, on retrouve des moraines, et donc on retrouve effectivement l'histoire glaciaire de l'Europe au travers de certains vignobles qu'on a aussi côté français en Savoie. On retrouve aussi, par le fait qu'il y ait les plissements, quand elle a eu le plissement alpin qui est venu buter sur le massif central, et donc ça fait un effet de canyon, même si c'est pas d'un point de vue géologique strictement un canyon, et donc effectivement au niveau de Solutré, la roche de Solutré, on retrouve cette histoire géologique. Alors on l'a déjà un petit peu vu, notre bassin parisien, bon ça c'est j'ai trouvé cette coupe qui effectivement est intéressante, en partant de la Tour Eiffel jusqu'à l'Alsace, presque à l'Allemagne. Donc on retrouve ces couches effectivement sédimentaires, donc avec l'influence également bien sûr des Vosges, et puis donc les Vosges qui se sont effondrées avec la plaine d'Alsace, avec de l'autre côté effectivement le côté allemand. Voilà, et donc voilà, j'ai mis quelques photos, c'est un extrait du bouquin où on va retrouver bien sûr la Champagne, à la fois donc la partie marnaise, on va dire, sur la craie qui a été effectivement donc modifiée par la rivière, la Marne notamment, et puis la partie auboise de Craie aussi, là j'en suis fier puisque c'est ma région, près de Montgueux, et puis la partie auboise de Quiméridgien où on a des calcaires beaucoup plus durs. Voilà. Alors le climat, c'est petit, mais c'est juste pour introduire. Bien sûr, il dit tout à l'heure au niveau du terroir, c'est déterminant. Ce climat, c'est l'élément clé, bien sûr, le prérequis, on va dire. Alors, à la fois, on va le voir par rapport à un optimum vis-à-vis des conditions classiques de culture de la vigne, mais aussi, il faut considérer les risques, les aléas. Bon, on a connu cette année, et on va peut-être connaître de plus en plus, le gel de printemps, le gel d'hiver, on verra qu'il y a des régions qui doivent recouvrir carrément la vigne. Parfois, et ça va venir aussi, ce que j'appelle l'effet sèche-cheveux, c'est-à-dire des canicules très très importantes avec des phénomènes de dessèchement du feuillage et des raisins. Et donc ce climat, c'est sûr que c'est quand même la composante la plus importante, et sa modification, bien sûr, ne sera pas sans conséquence sur nos terroirs. Alors, ce qui est intéressant de considérer, c'est que les hommes, au cours de l'histoire, 8000 ans, peut-être 10 000 ans d'histoire, eh bien, ont cherché à trouver les zones les plus propices à la culture de la vigne. Alors, au début, bassin méditerranéen, donc vous savez sûrement que le berceau de la vigne et du vin dans les zones proches de la mer Noire, Géorgie, Arménie notamment, et puis via effectivement des civilisations qui ont notamment maîtrisé les bateaux, le transport par bateau, phénicien, qu'on connaît moins, j'ai fait une publication il n'y a pas longtemps sur le Liban et j'ai un peu développé le côté phénicien, les Grecs, les Romains, donc sont venus finalement amener à la fois les vins produits dans les zones traditionnelles, mais aussi en même temps implanter de la vigne. Et les Romains qui ont su aussi, parallèlement aux zones classiques méditerranéennes, de climat méditerranéen, eh bien, amener des vignobles, par probablement de sélection, par des modes de conduite, dans des zones plus au nord, comme c'est nous, le cas en Champagne ou en Allemagne. Et puis, tout cela également, ensuite, les bateaux qui peuvent aller d'un continent à l'autre, donc le transport, l'arrivée des premières implantations en Amérique du Nord, Mexique notamment,
Amérique du Sud, et puis les autres pays du Nouveau Monde, Afrique du Sud, peut-être vous le savez, mais Afrique du Sud, par les Huguenots, il y a une rue des Huguenots ici à Épernay, que je connais bien, c'est derrière le CIVC, et donc il y a eu effectivement persécution de ces protestants, et donc l'Afrique du Sud avait été colonisée par les Hollandais, avec une grande sensibilité protestante, et donc c'est eux qui ont développé le vignoble en Afrique du Sud. On retrouve dans la vallée de Franschhoek, qui est français en hollandais, vieux hollandais, et donc voilà, donc parfois la religion a contribué au-delà bien sûr de la symbolique de l'Eucharistie, mais la religion et le lien, le vin et le divin sont deux aspects extrêmement importants, comme le dirait le professeur Pitt. Voilà, donc on a quand même, on va dire, une zone au niveau de l'hémisphère nord, et puis plus récemment, effectivement, une partie de l'hémisphère sud. Alors, cela étant, je l'ai dit tout à l'heure, parfois on a quand même des aléas, et je fais un article là-dessus il n'y a pas longtemps, notamment la grêle, qui était perçue comme une punition divine. Alors, bien sûr, il y avait des processions, et puis aussi des canons, parce que l'homme étant ce qu'il est, lorsqu'il n'arrive pas déjà à comprendre ce qui se passe et à pouvoir agir, il a quand même besoin de faire quelque chose. Et malheureusement, ces canaux n'ont pas été très efficaces, mais c'est intéressant, ceux qui sont intéressés par ce volet de l'histoire, j'ai publié effectivement un article assez complet là-dessus. Donc le gel de printemps, que l'on connaît ici en Champagne, tout particulièrement, mais que connaissent aussi maintenant, ce qui n'était pas beaucoup le cas avant, nos collègues du Sud, avec les systèmes classiques, effectivement, ou d'aspersion, chaufferette, brassage, système qui j'ai vu au Vitef et au CITEVI un développement assez conséquent de systèmes, avec aussi des chauffages biosourcés pour éviter justement d'utiliser des énergies fossiles. Et on le verra tout à l'heure, c'est vrai que l'avancée des dates de vendange, des dates, pardon, de débourrement, donc amène effectivement des risques. Autrefois, quand j'ai démarré ma carrière en Champagne, on tremblait fin avril, début mai. Maintenant, on commence à trembler début avril. Phénomène tout début avril cette année. Donc ça va être un des sujets forts de changement climatique. Donc le cycle de la vigne est déterminé par la température, par des successions de températures. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce que je veux dire, c'est qu'on utilise des indicateurs, des indices bioclimatiques, développés au départ un peu par empirisme, par un chercheur Huguelin qui était à Colmar, qui a pu noter que dès que la température moyenne journalière dépasse 10 degrés, eh bien c'est de la température efficace pour le développement de la vigne. Végétation et également donc maturité. Et donc en fait on fait une somme de température sur la période de végétative en enlevant 10 degrés et on arrive à un indice, un indicateur qui permet à la fois de caractériser les besoins climatiques, les besoins thermiques des différents cépages, moindres bien sûr pour les cépages du nord comme les nôtres, plus pour les cépages du sud, et aussi de caractériser la région, et on verra tout à l'heure des évolutions de ces indices de Huguelin, de ces indices climatiques avec les changements climatiques. Alors, ce qui est important à considérer, c'est aussi la vision du vigneron. Donc on a vu qu'il y avait une zone effectivement optimale, mais à partir du moment où un vigneron est installé, il va essayer de bénéficier des microclimats pour adapter ses conditions de production de raisins. Et donc on a effectivement un ensemble de facteurs sur lesquels je vais revenir, qu'on connaît bien en Champagne et dans toutes les zones du nord de la France, c'est que ça reprend le système que j'ai montré pour la Terre, c'est-à-dire que quand on a un rayon incident, dès lors qu'on a une pente, eh bien on a plus d'énergie captée que par rapport à une plaine, puisque l'énergie est la même, on a une surface plus importante. Et donc toutes les régions du nord ont plutôt privilégié les coteaux, qui étaient l'optimum par rapport à des conditions difficiles. Donc, puisque la Champagne, comme d'autres régions, notamment en Allemagne, un peu moins en Bourgogne, mais limite possibilité de culture de la vigne. Donc, c'était la vigne en coteaux et la vigne basse et étroite, parce que là aussi, on y reviendra un petit peu sur le mode de conduite. Eh bien, la vigne basse et étroite, c'était effectivement ce qui était le plus intéressant
à un moment où le défi, c'était la maturation. Hein. Moi, j'ai connu les années, quand j'ai commencé ma carrière, où il y a des années, il y avait un peu d'acidité. Des fois, il fallait un petit peu s'accrocher pour boire certains champagnes. Et donc, maintenant, on n'a plus du tout ça. Hein, d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais le changement climatique tel qu'on le connaît en ce moment, pour les régions nord, c'est plutôt bénéfice, globalement, mis à part les aléas climatiques. Alors, si on a 3 à 5 degrés, c'est autre chose. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est moins vrai dans le sud, mais dans les régions nord, qualitativement, je pense, on a des meilleures années. Et d'ailleurs, en Champagne, il y a 40 ans, on faisait 2-3 millésimes tous les 10 ans, alors que maintenant, à part peut-être cette année, mais on a l'embarras du choix pour pouvoir millésimer. Hein, donc, c'est quand même plutôt positif. Faut aussi avoir cette vision optimiste, en tout cas pour l'instant. Voilà. Alors, il y a des choses, peut-être que vous connaissez pas, mais pourquoi finalement l'Alsace bénéficie d'un microclimat? Eh bien, parce que effectivement, c'est ce qu'on appelle l'effet de Föhn. Donc, quand vous avez une montagne, l'air forcément prend un courant ascendant. Ce faisant, eh bien, l'eau forme des gouttelettes en hauteur et amène la pluie. Donc, vous avez plus de pluie côté ouest et un côté plus sec de l'autre côté est. Hein. Et donc, ça, c'est l'effet de Föhn qui explique effectivement ce microclimat que l'on a en Alsace, qu'on a aussi un peu sur le Massif central et souvent aussi par rapport à certaines montagnes, hein, qu'on a par exemple en Amérique du Sud, au niveau de l'Argentine, par exemple, comparativement au Chili. Justement, le Chili, là aussi, vous savez peut-être que moi j'étais étonné, la première fois que je suis allé au Chili, je pensais pouvoir me baigner tranquillement, climat méditerranéen, sauf que c'est difficile de se baigner, hein, l'eau est froide. Et donc le Chili, en fait, a su utiliser, alors dans un premier temps, effectivement, hein, des cultures dans les zones protégées de l'océan pour produire des vins rouges. Et après, dès lors qu'ils ont voulu effectivement produire des vins blancs et voire maintenant un peu de vin bulle, eh bien, ils ont choisi des vallées qui sont en lien avec l'océan Atlantique, parce que là, on a des courants froids, ce qu'on a aussi en Californie, hein, par rapport à certaines vallées transversales. Et donc, dire que effectivement, on a une possibilité hein, de se jouer finalement, d'utiliser hein, cette diversité climatique que l'on a parfois sur des espaces très, très limités. Et l'homme est parfois capable de créer un microclimat à l'échelle du cep. Alors ça, c'est intéressant. Hein, c'est donc dans la région, les Côtes d'Ammur, à Saumur-Champigny. Vous voyez ces murs multiples. Et donc, il y a des gens qui ont eu l'idée, finalement, de mettre un mur. Côté nord, on plante le plant de façon à ce qu'il ait la fraîcheur. Et côté bien exposé, on a le feuillage. Donc, vous avez le cep qui traverse le mur et qui se retrouve de l'autre côté. Donc, c'est intéressant de voir cette intelligence humaine pour s'adapter à des conditions particulières. Et donc l'homme s'est parfois aussi confronté au vent, hein, c'est ce qui explique qu'on a par exemple des protections, j'ai vu ça à Madère, dans des pays comme la région de McLaren, hein, particulièrement chaude et ventée en Australie, eh bien on met des haies, hein, ce qui est intéressant pour couper un petit peu le vent, à la fois au niveau mécanique, mais aussi pour bénéficier d'une certaine fraîcheur. Et donc en plus, ça contribue à la biodiversité, donc ça ne peut être que positif. Voilà, alors l'homme, c'est un peu notre caractéristique, il aime bien aussi se confronter à des situations extrêmes. Hein, et c'est pour ça que il y a des gens qui sont allés planter de la vigne au Brésil. Hein, Brésil, on parle portugais, mais ce sont plutôt des colonisations italiennes qui se sont implantées, dans la région au début de São Paulo. Et donc, y compris en Inde, j'ai eu l'occasion d'y aller aussi 2 fois, où là, les Anglais avaient planté de la vigne surtout pour la production de raisins de table. Hein, l'intérêt, c'est qu'en vignoble tropical, on peut étaler les vendanges pratiquement sur 7 ou 8 mois. On récolte pas en période de forte pluie, mais on peut étaler. Et donc ensuite, ils ont utilisé des systèmes hein, pour les raisins de cuve. Ils font un petit peu de raisins de cuve. Il y a une société une compagnie qui s'appelle Sula, qui fait des vins assez bien. Et donc, pour dire qu'on a effectivement hein, la possibilité de s'adapter à des conditions tropicales et à l'inverse par rapport à des conditions aussi d'altitude. Donc ça doit être mis en petit, donc je peux vous poser la question. Est-ce que vous savez quelle est la vigne en production la plus haute du monde? À quelle altitude, à votre avis?
Alors, ce fut longtemps en Argentine, 3000 mètres, mais les Chinois qui veulent toujours être devant, 3400. 3753, livre de record. Région où je suis allé, pour raconter une anecdote. Donc, j'étais dans une mission, puisque j'animais en fait un groupe de constructeurs français pour aller vendre leur technologie. Et donc, on allait faire une mission là-bas. Et donc, on a pris un avion en plaine. J'ai fait un vol pour Pékin, 1 heure de vol. On arrive, on va pour se poser, ça secouait, tempête de neige. Donc, le pilote dit on va faire demi-tour. Et puis, ensuite, on repart 2 ou 3 heures après. Mais on devait quand même être arrivé le soir à notre rendez-vous. Et le conducteur du bus a dit, il n'y a pas de souci, on va prendre un raccourci. Bon, sauf qu'on est passé à 3007, enfin quelque chose comme ça. Donc moi, ça allait à peu près. Mes collègues chinois ont dû acheter de l'oxygène. Et route verglacée, des camions garés sur le côté, on passait à ça pas de parapet, bien sûr, 1000 mètres de dénivelé. Donc ça reste un bon souvenir, une fois qu'on revient. Mais en tout cas, j'ai bien mémorisé cet aspect vignoble de l'altitude. Et du coup, ils peuvent étager finalement, faire les rouges à partir de 1800-2000, et puis les blancs au-dessus de 3000. Et il y a Chandon qui a investi par là. Pas à 3004, mais autour des 2008-3000. Voilà. Tropicaux, on a vu. Et puis, conditions à l'inverse, extrême froide. Donc là aussi, le Québec, vous avez sûrement entendu parler. Pourquoi le Québec? Il y a le côté culturel, des gens qui viennent d'Europe. Donc des gens qui, effectivement, essaient de trouver des techniques qui vivent plus. Alors, ils vivent sur les vins de glace, mais aussi sur le tourisme. Le tourisme représente une part importante des revenus des quelques exploitations qu'on a là-bas. Il y a un petit développement. Donc, nécessité de recouvrir, alors soit simplement avec de la terre, soit avec des systèmes de paille ou des systèmes divers de mulch pour protéger de manière complémentaire. Et vous voyez le travail ensuite pour débuter. Et ça existe aussi, donc comme je le disais tout à l'heure, à côté du désert de Gobi en Chine, la région du Ningxia, que je connais bien. Et donc, voilà, c'est une contrainte, mais l'homme sait s'adapter à ces contraintes. Et puis, là aussi, une contrainte particulière par rapport à de l'aridité. Je viens de faire un article qui est paru il n'y a pas longtemps, sur Lanzarote. Donc, Lanzarote, si vous avez l'occasion, il faut y aller. Lanzarote, riche volcanique, volcan qui vient de s'arrêter, mais pas sur Lanzarote, mais une île à côté. Et donc, a priori, voyant ces conditions de sol, on dit ça doit être difficile de faire pousser de la vigne. Mais là aussi, les gens ont trouvé l'astuce, puisqu'il y a des éruptions, donc dernière éruption il y a quelques siècles, on a quand même une couche de terre arable avec un peu d'humus. Donc en fait, on dégage le sable volcanique qui s'est déposé dessus, on plante la vigne au fond de la cuvette, on crée des murs avec effectivement de la lave pour protéger du vent et en même temps capter un peu de fraîcheur la nuit, puisque ce sont des roches microporeuses. Et comme ça, on arrive effectivement à cultiver la vigne. Donc là, si un jour vous avez l'occasion, c'est vraiment, il faut y aller. J'ai fait une présentation pour la chaire UNESCO et je l'ai publié là, il y a très peu de temps dans la revue des œnologues. Alors, on a vu que finalement, la vigne peut s'adapter à des conditions très diverses. Mais par rapport à notre problématique de changement climatique, on est sur des vignerons qui ont un savoir-faire adapté à leur contexte. Le contexte champenois n'est pas celui du Sud, n'est pas celui de Lanzarote, etc. Et donc, le débat et le challenge, ça va être comment, finalement, nos vignerons, par rapport à ce climat change, vont pouvoir acquérir une résilience, vont pouvoir effectivement s'adapter. Ce qui souligne d'ailleurs les aspects formation, la mise en œuvre, et ça, la Champagne, je vais y revenir là-dessus, et je pense l'une des meilleures régions, pour pouvoir aider les mondes professionnels à changer de paradigme, finalement. Voilà. Alors, donc, quels sont les principaux impacts de l'évolution du climat? Maintenant, on avance progressivement sur notre sujet. Alors déjà, c'est un sujet très médiatisé. C'est intéressant parce que il y a beaucoup, dans la presse, la vigne est souvent emblématique par rapport au débat sur les changements climatiques. C'est pas pour rien que Greenpeace, vous savez qu'ils ont l'habitude, vont se mettre à nu, ou des opérations choc, qu'ils ont effectivement choisi la vigne pour sensibiliser le grand public sur les changements climatiques. Donc la vigne, c'est pas simplement une vision technique, mais il y a tout un côté communication
et je le souligne puisque je travaille notamment sur la notion d'éco et de tourisme. Et donc cet aspect changement climatique vigne va au-delà des aspects strictement techniques. Alors, ce qu'on sait, voilà, il y a des hypothèses, le GIEC, vous avez tous entendu parler, hein, on sait que le CO2 augmente et qu'on devrait arriver à des valeurs qui soient comprises entre, on va dire, 1,5 degré, donc par rapport au début de toute la période stable avant la révolution industrielle, ça c'est à minima, et peut-être même 5, voire plus 6 degrés. 5 degrés, aujourd'hui nous sommes en Champagne, 5 degrés, demain nous sommes à Perpignan, pour vous donner le gradient. 150 km par degré, si on fait la latitude, indépendamment d'altitude, bien sûr. La différence qui moyenne, bien sûr, hein, donc c'est entre 5 degrés, effectivement, la Champagne se retrouve à Perpignan. Donc ça change un peu la donne, quand même. Voilà, alors, Evelyne Delia, qui avait fait effectivement une fausse météo de 2050, hein, qui donnait des valeurs, alors c'est petit, mais qu'on a déjà eu, donc c'était pas du 2050, hein, des valeurs des 40 degrés, des 39-40 degrés de pointe, y compris dans les régions nord. Donc ce sont déjà des valeurs qu'on a eues. Hein, donc pour dire que voilà, il y a quand même une progression, n'en déplaise aux climato-sceptiques. Alors vous savez qu'il y a eu un GIEC, en tout cas une partie, la dimension physique hein, du GIEC, parce que maintenant ils ont un peu scindé les différents rapports. Donc si on essaye de ressortir les éléments, une augmentation qui pourrait, dans les cas extrêmes, si on n'arrive pas à maîtriser notre gaz à effet de serre, monter jusqu'au-delà de 5 degrés. Alors je voulais juste faire une parenthèse, parce que donc les valeurs moyennes que vous entendez du GIEC, ce sont les valeurs planétaires. Mais par rapport au continent, et notamment le continent nord, se réchauffe davantage. Pourquoi? Parce que si on regarde une nappe monde, on a plus de mers dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Et donc, les mers jouent un rôle de tampon, ce qui n'est pas le cas des continents, et plus on va vers le nord, plus ça chauffe. Donc, par rapport, en imaginant qu'on est 1 degré, nous, ça va être plutôt 1,5 en France, et 3 degrés au pôle Nord. Hein, ce qui, au passage, contribue à la fonte. Là, j'ai vu qu'il y a des rapports un peu inquiétants quand même, dès lors qu'il y a une quantité de glace significative qui est amenée à fondre. Voilà. Donc, une élévation du niveau des mers jusqu'à 1 mètre, mais là aussi, il y a des hypothèses qui peuvent aller au-delà. Intensification, bien sûr, des sécheresses, du stress, augmentation de l'intensité, de la fréquence, des phénomènes extrêmes, orages, tempêtes, pluies, cyclones, etc. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que on parle souvent de réchauffement, mais il faut aussi parler de dérèglement. Et il semble, alors ça reste à confirmer sur d'autres années, mais que les phénomènes que l'on a connus à la fois d'inondations, Belgique, Allemagne, et les phénomènes de grosses pluies et de gel, peuvent être liés à un vortex. Vous savez au pôle Nord, on a un vortex hein, de l'air qui tourne de manière cyclonique. Et si on a des conditions plus chaudes, le vortex est plus faible, et du coup ça permet l'écoulement de langues de froid, comme on a eu par exemple au Texas, hein, aux États-Unis, et qu'on a eu également en Europe. Donc c'est pour ça que le système est tellement interdépendant que malgré un réchauffement, on peut très bien avoir des phases hein, de froid qui peuvent nous venir du pôle Nord. Voilà, donc la mer, je ne vais pas trop insister, mais là, ça rejoindra un peu ma conclusion, parce que je pense que ça va être aussi un aspect important. Alors pour certains secteurs viticoles, pas énorme, c'est vrai que le vignoble de Camargue, on a le pôle que connaît bien Jean-Marie sur le Gros du Roi de sélection. Est-ce qu'il sera toujours opérationnel d'ici la fin du siècle? C'est vrai que juste avant de partir, on m'avait dit ça serait bien que tu réfléchisses à une restructuration de nos bâtiments, puisque je travaillais un peu là-dessus. J'ai dit bon, est-ce que c'est bien judicieux? Voilà, donc ça risque d'amener donc à la fois par la fonte des glaciers, hein, l'iceberg il fait pas monter la mer, le glaçon non plus dans le pastis. Par contre, toutes les glaces des pôles, mais sur le continental, où les glaciers, évidemment, amènent, mais c'est surtout la dilatation, hein, puisque lorsque ça chauffe, ça se dilate, qui amène l'élévation. Et puis l'eau, alors l'eau, ça va être un enjeu majeur. Moi, je travaille beaucoup là-dessus
notamment par rapport aux effluents. Je vais en dire quelques mots tout à l'heure pour terminer. Voilà, donc ça, l'eau, c'est clair que ça sera un des enjeux majeurs, et je pense que ça sera un des enjeux très forts de la viticulture. Ça l'est déjà en Australie, ça va l'être progressivement dans le bassin méditerranéen, mais ça sera aussi en termes des zones avec faible réserve hydrique, et le problème se posera, je vais en dire quelques mots tout à l'heure, se posera moins sur la craie, mais pourra se poser, à mon sens, dans la Côte des Bars, avec des faibles réserves hydriques, puisqu'il n'y a pas la craie. Voilà, donc quelques conséquences. Donc je passe rapidement pour aller un petit peu plus vite, on a déjà un petit peu vu avant. Je voulais juste faire un clin d'œil historique. Alors vous avez peut-être entendu parler du banc des vendanges. Le banc des vendanges, c'est le banc, comme le banc de mariage, B-A-N, banus, du latin banus. Et donc c'était fixé par des seigneurs, qui avaient souvent des vignes en propriété qui étaient exploitées par des vignerons, ou des moines, qui avaient aussi eu des donations. Et donc c'était un jour fixé par eux pour commencer la date de vendange. Et donc c'était très strict, parce qu'il y avait des punitions qui pouvaient aller très très loin. Et donc si un jour vous allez en Allemagne, pas loin de Gazelheim, vous verrez une statue avec un chevalier qui a un parchemin sur un cheval. Et il semble que dans cette région, le chevalier a peut-être rencontré quelques belles demoiselles pendant quelques jours. Et donc le parchemin permettant la cueillette des raisins dans les régions un peu éloignées n'arrivait pas, les gens cueillaient pas. Et un jour ou l'autre, bon, eh bien, finit par arriver. Donc 3 semaines après, ce chevalier arrive, c'est une légende bien sûr, part de vérité on ne sait pas. Le parchemin arrive, et là, on peut cueillir. Et en cueillant, on s'aperçoit qu'on a des raisins plus sucrés, donc en surmaturation. Et donc ça serait l'origine, voilà, peut-être un peu avec la légende, des vendanges tardives. Voilà. Mais en tout cas, ce banc était effectivement très important. Et l'intérêt, c'est que ce banc a laissé des traces, notamment au niveau des monastères, parce que tout ça, c'était notifié. Les monastères, c'était des gens qui avaient à la fois des érudits, mais des érudits qui étaient des gens de terrain. Et ils avaient l'habitude d'avoir ce qu'on appelle une traçabilité. Ils notaient tout ça. Et des historiens tels que Leroy Ladurie, j'ai eu l'occasion de travailler avec un peu avec lui et surtout avec son équipe, parce qu'il est plus tout jeune, donc ont utilisé en fait la vigne pour reconstituer le climat, parce que le climat, on peut le mesurer en température depuis, on va dire, milieu, fin 19e, avant on n'avait pas de thermomètre, et donc pour reconstituer le climat, alors on a ce qu'on appelle la dendrochronologie des coupes d'arbres, vous avez sûrement entendu parler de ça, avec les cernes, et donc c'est intéressant de voir que la vigne était l'indicateur biologique le plus pertinent, avec donc effectivement une certaine constance au niveau des pratiques, et une certaine constance au niveau des cépages, notamment dans les régions nord, telles que la Champagne, la Bourgogne en particulier. Et donc il a utilisé ça pour reconstituer le climat, en voyant qu'effectivement nous on a travaillé en faisant des moyennes sur 10 ans pour éliminer un peu la variation. Et ce qu'on voit si on se projette, on va y revenir un peu tout à l'heure pour la Champagne, pardon, il y a effectivement des avancées de date de vendange. Alors ce qui intéressait l'historien, c'est lui la vendange, qu'est-ce que ça me ramène comme données vis-à-vis du climat? Moi, c'est l'inverse. J'ai dit à toute l'équipe de Leroy Ladurie, essayons d'établir la relation entre la température et les dates de vendange. Et ainsi, on a pu mesurer que 1 degré en plus, et ça se vérifie à peu près chaque année, c'est 10 jours d'avancée de vendange. Plutôt 12 d'ailleurs dans les zones comme la Champagne, Alsace, plutôt 8 dans le sud. Mais en gros, une dizaine de jours par degré supplémentaire. Et on peut le vérifier, puisque bon, pas cette année, puisque c'est un peu particulier. Alors, le problème de l'eau aussi par rapport aux conséquences viticoles, donc je dis, Champagne, on a la chance d'avoir la craie, ça sera un des éléments positifs que je vais développer juste après, mais il faut savoir qu'il y a des régions qui vivent finalement de la fonte des neiges, de la fonte des neiges qui permet effectivement d'avoir de l'eau en période estivale. C'est notamment tout ce qu'on a au travers des pays de la Cordillère des Andes, qui d'ailleurs pensaient avoir de l'eau de manière là aussi infinie. Bon, ça commence à être problématique, puis si c'est la vigne qui pompe l'eau au niveau du Piémont, il n'y a plus d'eau pour les cultures en bas, donc faut pas oublier que la vigne, ça je le répète souvent, c'est pas une plante strictement alimentaire, bon, sauf le raisin de table, c'est une plante culturelle, et que donc dans les choix prioritaires, c'est pas sûr que la vigne, même s'il y a une valeur ajoutée à l'hectare supérieure, soit prioritaire par rapport à d'autres cultures alimentaires. Et ça commence à se poser dans certains pays.
Et parfois même, puisque j'ai eu l'occasion là aussi d'aller au Pérou et de faire un article, parfois la sécheresse a fait que le sable peut envahir les vignobles. C'est des tendances qu'on peut avoir dans certains pays. Et donc ça va être effectivement problématique de la suite. Et puis les effets canicule, ce que j'appelle l'effet sèche-cheveux, qu'on a connu en Champagne, qu'on connaîtra aussi, parce que quand on commence à avoir des périodes assez étalées avec des températures élevées, qui dépassent les 38 par 39 degrés, eh bien, voilà, donc c'est le risque, et ça amène forcément des pertes de récolte, de rendement, des pertes aussi de qualité, et ça peut même aller dans certaines régions jusqu'à la mortalité. Et puis, on ne connaît pas ça ici en Champagne, mais le sel, ça aussi, des zones arides et des concentrations de sel, à la fois parce qu'effectivement, on peut avoir une avancée des mers, et puis le fait de pomper beaucoup d'eau, d'eau douce, fait que le sel remonte. On a c'est par exemple le cas au Maroc où, à force de pomper, il n'y a pas du tout de contrôle. La nappe descend d'1,5 mètre tous les ans, et à un moment donné, ils vont retomber sur des zones salées. Voilà, donc cette mer, et donc là, on a notre centre d'expérimentation que connaît bien Jean-Luc Lantave Jean-Marie, pardon, en face Montpellier, et donc quid de cette zone d'ici la fin du siècle. Et puis à l'inverse, l'eau, les inondations, on en a connu cette année dans le sud, et donc là aussi, c'est un des problèmes qui va se poser au niveau de la viticulture. Parce que là aussi, les inondations, faut regarder la fréquence, une chose, et l'intensité. La fréquence, pour l'instant, on n'arrive pas trop à déterminer, mais il y a aussi l'intensité parce qu'on a de plus en plus de surfaces imperméabilisées. Donc c'est toujours la conjonction des deux qui amène le problème. Et puis les risques d'incendie, on commençait à en avoir un peu cette année dans le sud. Maintenant c'est courant, vous en entendez parler en Californie, en Australie, en Afrique du Sud. Et ça pose aussi des problèmes, non seulement de destruction, parfois même des caves, mais c'est surtout les fumées, qui là occupent des espaces considérables. Je suis ça d'assez près, et ils ont lancé des études parce que les raisins qui ont subi ces fumées ne sont pas valorisables. Donc ça, et on a eu le cas, je sais que l'Institut coopératif du vin a fait un gros travail là-dessus par rapport aux incendies qu'on a eu dans le sud de la France. Alors on n'en a pas en Champagne, mais peut-être que d'ici la fin du siècle, on ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, parce que là je fais une petite digression, pour souligner que la vigne était souvent un moyen de protection contre les incendies, était une barrière. Et donc, c'est tout le problème. Là, je suis en train de travailler sur un groupe sur les terrasses, l'abandon des terrasses, le risque d'abandon des terrasses, plus cher, pas de main d'œuvre, abandon aussi, d'hélicoptères et des désherbants qui pouvaient permettre de gérer. Et donc, le fait d'avoir effectivement à la place de la vigne de la friche, eh bien, on se retrouve confronté à des développements d'incendies beaucoup plus importants. Moi, je connais bien ce qui se passe dans le Roussillon. Alors, quelles sont les adaptations? Et on va terminer sur la Champagne après, quelques diapos. C'est de se dire, on peut, et on va en parler pour la Champagne, on a vu au travers de quelques photos que finalement on avait des vignes des fois très basses, des vignes un peu plus hautes, il y a même des vignes qui peuvent monter dans les arbres puisque c'était l'origine de la viticulture. Donc on peut, avec des exigences un peu différentes, d'un point de vue surface foliaire, et donc évapotranspiration, besoin d'eau, et donc on peut jouer effectivement sur ce mode de conduite. On peut aussi chercher à avoir de l'ombrage. Il y a des développements d'ailleurs qui se font en Champagne. J'ai fait une formation là chez Feuillat il n'y a pas longtemps. Donc l'agroforesterie, planter des arbres, c'est ce qui se faisait dans les zones méditerranéennes. Et donc c'est une façon d'avoir de l'ombrage. On peut aussi, il y a des filets maintenant qui peuvent se développer, c'est interdit dans les AOC, mais avoir des filets qui vont avoir un certain ombrage. Et puis, une approche très technologique, que j'ai eu l'occasion de visiter il n'y a pas longtemps dans les Pyrénées-Orientales, dans le Roussillon, avec des panneaux photovoltaïques, mais partiels et réglables, inclinables. C'est-à-dire que là, on a une maîtrise totale de l'ombrage que l'on souhaite avoir, avec évidemment des investissements, vous pouvez imaginer, des impacts aussi paysagers, mais aussi des protections partielles par rapport à la grêle et semble-t-il aussi par rapport au gel. Voilà. Donc ça, ce sont des pistes que je mets, mais on verra certainement des
ces évolutions par la suite. Ensuite, il y a le porte-greffe, donc vous savez sûrement tous que toutes nos vignes sont greffées depuis le phylloxéra, et c'est vrai que le porte-greffe avait été un peu négligé, bon, mis à part nous le problème du calcaire en Champagne, où on était obligé d'utiliser des porte-greffes spécifiques, mais on s'aperçoit que le porte-greffe, par rapport à l'alimentation en eau, a une importance considérable. Et puis l'autre chose, et c'est ce que développent d'ailleurs les bio dans leur stratégie, en disant, bah, effectivement, si on a un système racinaire par rapport à une gestion des sols qui fait que ça reste en surface, si on ajoute d'azote, si on ajoute les nutriments en surface, bah, les vignes elles vont aller là où c'est intéressant pour la vigne. Si par contre on a des conditions un peu plus difficiles, eh bien les racines sont obligées de descendre en profondeur et donc vont explorer des zones un peu plus riches, un peu plus humides. Voilà, donc il y a des pistes qui sont exploitables. Alors l'autre aspect, c'est le cépage. Quid, est-ce que demain nous aurons toujours les mêmes cépages, sachant que effectivement on a des optimums, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, des optimums de température par rapport à chacun des cépages. Et c'est vrai que si on a 5 degrés, eh ben, le cépage optimal du sud de la France, c'est pas, mis à part quelques régions particulières, mais c'est plutôt la Syrah ou Mourvèdre ou autre. Donc, quid de nos cépages, on va en reparler pour la Champagne. Vous avez vu? Voilà, on l'a vu, ça aussi. Oui, ben voilà. Je voulais insister là-dessus parce que ça risque d'être problématique pour les régions dont l'appellation c'est le nom du cépage. Nos amis alsaciens, par exemple. Parce que si on peut évoluer via l'assemblage, c'est un atout de la Champagne. Et c'est vrai que si vous avez une appellation qui correspond à un cépage, bon, il y a des tolérances jusqu'à 15-20% qui seront sûrement permises, mais voilà. Donc, si on passe d'une zone froide à une zone chaude, bah, évidemment, l'optimum des cépages ne sera plus le même. Et puis, bien sûr, nos amis, je faisais une conférence pas plus tard qu'avant-hier pour les vignerons franciliens. J'ai demandé d'intervenir sur la durabilité, puis on crée une IGP, une appellation type IGP. Et donc, eux, bien sûr, comme les Anglais, comme les Belges, comme aussi des développements que l'on retrouve dans la zone ouest, Normandie, Bretagne, etc., bah, voient d'un bon œil, finalement, ce changement climatique, puisqu'on était à la limite de la culture. Et bah, là aussi, on retrouve à peu près 150 km par degré. Donc, ça veut dire que de manière théorique, si on a un degré en plus, eh bien, on déplace la limite de 150 km. Et donc ça, c'est aussi à l'échelle mondiale. Par exemple, les gens d'Amérique du Sud, eh bien, soit vont en altitude, soit descendent vers des zones plus fraîches, côté sud. Et ça, c'est une tendance qu'on retrouve, parce que nous, c'est vrai qu'on est quand même un peu enfermés dans le système des AOC, mais dans les pays plus libéraux, eux, ça les gêne pas même d'arracher, de replanter ailleurs. Nous, c'est vrai qu'il y a toujours le côté appellation qui est bien, qui protège, mais ces pays-là du Nouveau Monde sont beaucoup plus ouverts. Voilà, donc quid de nos amis anglais qui, eux, évidemment, voient d'un bon œil, avec quand même une pluviométrie qui est assez importante. Donc ça serait quand même, à mon avis, la contrainte, et puis des risques de gel, etc. Et à la fleur. Alors la Champagne, pour terminer. Bon, on va retrouver, alors j'ai mis quelques courbes, j'ai eu l'occasion d'animer la conférence des œnologues donc qui se tenait au Vitef, et avec l'intervention de mon ancien collègue Arnaud Descotes, qui dirige maintenant les services techniques du CIVC. Donc Arnaud nous a donné des tendances, alors température moyenne, voilà, et on trouve un peu comme déjà présenté avant. On a également effectivement des évolutions de cette fameuse indice de Hudelin, donc dont j'ai parlé, la somme des températures au-delà de 10 degrés. Donc bah voilà, ça chauffe. Les chiffres montrent qu'effectivement, avec évidemment toujours la variabilité, et cette année en est un bon exemple, puisqu'on se retrouvait plutôt dans des conditions il y a 20 ans. Donc tout ça, ça chauffe. On voit aussi, il y a peut-être un petit souci voilà, que on a effectivement des dates de vendange. Donc quand j'ai commencé ma carrière, CIVC, vendangeait 15 septembre, 15, 20 septembre. Jean-Marie, je pense que tu ne me contrediras pas. Maintenant, hormis cette année, quand même eu des vendanges dans certains secteurs mi-août, quoi, pour les premières. Donc on a quand même le décalage.
Donc une vingtaine de jours en moyenne, hein, d'après ce que précise Arnaud. Une acidité totale, bien sûr, qui diminue, et malgré l'avancée des vendanges, plutôt un degré potentiel qui augmente. Ce qui sont quand même, comme je me répète, hein, par rapport à des indicateurs de qualité, en tout cas pour l'instant, hormis les aléas climatiques qui posent d'autres problèmes, mais c'est quand même qualitativement plutôt positif, aujourd'hui. Voilà. Et puis on a aussi des surfaces détruites par le gel, hein, qui là c'est un peu petit, mais qui ont tendance à un petit peu augmenter, et parce qu'on a un débourrement plus précoce. Des indices de sécheresse aussi qui ont tendance un petit peu à s'accentuer, hein, et à mon sens, en particulier dans les zones de la côte des Barres, enfin où là on a des faibles réserves hydriques, et puis au niveau de la vallée de la Marne, c'est très, très hétérogène comme sol. Et puis, si on a eu une tendance à l'augmentation du rendement, d'après les chiffres qu'a présenté Arnaud, on a plutôt une tendance depuis quelques années à une stabilisation, voire une diminution. Alors, quid si demain, bon, c'est vrai que là, c'était pas un souci, le marché s'était un peu écroulé avec le Covid, mais si demain, on a de manière fort intéressante une augmentation des ventes, bah, il va bien falloir trouver des surfaces, à mon avis. Alors, quels sont les atouts de la Champagne? Et je l'ai mis en premier, c'est volontaire, pas parce que j'ai fait une partie de ma carrière au CIEC, c'est l'organisation. Hein, le terroir, c'est bien sûr, ce sont des conditions naturelles, mais ce sont des hommes. Et pour moi, qui ai fait le tour du monde, connu la plupart des organisations professionnelles des différents pays, c'est clair que la Champagne, c'est la meilleure organisation que l'on ait dans le monde, avec un partage de la valeur. Ça veut pas dire parce qu'il y a des organisations très, je pense au Douro, par exemple sur le Porto, je pense à Cognac, mais sans forcément qu'il y ait le même partage de la valeur entre ceux qui vendent et ceux qui fournissent les raisins. Et ça, c'est vrai que pour mettre en place une gouvernance, s'il n'y a pas partage de la valeur, c'est difficile. Et donc, je pense que ça, c'est pour ça que j'ai mis en premier, je pense que c'est la force et il faut surtout pas que ça s'écroule parce que sinon, je pense que là, ça serait beaucoup plus difficile. Le fait aussi qu'en Champagne, c'est un assemblage. Alors c'est vrai que j'ai parlé des vins de cépage, parce que là c'est plus compliqué, mais quand on ne peut pas non plus assembler des vins ou une faible quantité d'une année sur l'autre, c'est aussi plus compliqué, hein, par rapport à des aléas, par rapport à de la variabilité. Et ça, c'est effectivement un atout considérable qu'a la Champagne pour s'adapter. L'autre aspect, bien sûr, c'est l'origine géologique de notre terroir, la craie, qui régule l'alimentation hydrique. Hein, donc la craie, moi je suis bricoleur, je retape ma ferme pas très loin de Mongueux, donc ça m'arrive de temps en temps de maçonner de la craie. Si vous mettez du ciment, posez la craie dessus, une craie sèche, eh bien, elle pompe. Hein, donc la craie pompe et libère une fois qu'elle s'est chargée en eau. Donc, et libère régulièrement de l'eau tout au long de l'année. Mais en Champagne, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de la craie partout. Hein, donc il y a des terres, enfin des zones un peu mixtes, comme c'est le cas de la vallée de la Marne, et puis il y a la côte des Barres qui est plutôt sur des calcaires, mais des calcaires durs, qui là évidemment n'ont pas de la possibilité de stocker, et donc c'est pour ça qu'on est plus sensible, enfin la côte des Barres, au stress hydrique. Par contre, ma région, moi j'habite là, pas loin de Mongueux, là c'est de la craie comme la Marne, donc intéressante. Le cépage, les cépages de main, alors ça c'est un peu dans toutes les régions, c'est vrai qu'il y a eu abandon, vous savez, le phylloxéra, donc on a conservé certains cépages, enfin une faible partie, souvent des cépages, peut-être moins en Champagne, mais dans des régions, il y a eu vraiment qu'une faible partie. Des cépages qui ont par exemple pu être abandonnés parce que trop d'acidité, et donc on revient aussi, hein, j'ai eu l'occasion de faire des dégustations à Plumecoq, domaine expérimental du CIEC, donc intérêt peut-être d'anciens cépages qui ont pu être abandonnés, l'Arbane et le Petit Mélier qui sont d'ailleurs dans l'appellation. Alors après, vis-à-vis des cépages, il faut quand même avoir considéré qu'il y a une certaine élasticité climatique de chacun des cépages. Hein, c'est-à-dire que élasticité parce que un cépage, c'est pas toujours les mêmes plants, on a soit des clones, soit des sélections massales. Alors bien sûr, on a choisi, il y a 30 ans, c'était le challenge, les clones qui produisaient le plus de sucre. Maintenant, c'est inversé. Donc, on a quand même une gamme de choix par rapport à la même variété pour effectivement peut-être réorienter aussi vers plus d'acidité comparativement au sucre et à l'alcool. Donc, il y a quand même une élasticité. Mais c'est vrai que si c'est 5 degrés, c'est ce que je dis toujours, c'est le 2 degrés, c'est évolution, 5 degrés, c'est révolution. Clairement, c'est ça. Alors, on ne sera pas là pour le voir. Mais
Voilà. Et donc aussi des sélections, parce que le cépage, bien sûr, il y a l'aspect changement climatique, mais il y a aussi les problèmes de résistance. Hein, vous savez que les traitements, il y a encore la zone non traitée là qui va être révisée, hein, de proximité des maisons. Donc, je pense que très rapidement, il va falloir aller vers des cépages qui résistent. Et donc, il y a les deux entrées, hein, à la fois l'adaptation au changement climatique et puis également des cépages résistants, tout en essayant de conserver des caractéristiques assez proches des cépages originels, et en tout cas l'aspect qualitatif. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de déguster il n'y a pas longtemps des sélections suisses, là, expérimentales, qui étaient assez intéressantes. Et puis, donc c'est le grand débat champenois en ce moment. Donc le challenge, production de vignes, production de raisins mûrs, vignes basses, étroites. Et donc, la basse étroite, c'est très bien. Mais d'un point de vue environnemental, c'est pas top. Hein, parce que pour gérer le sol, c'est compliqué. Si demain, il y a une robotisation, ça va être compliqué. Et puis, à mon avis, un jour ou l'autre, et ça va venir peut-être plus vite qu'on ne le pense, il faudra faire du traitement ciblé, hein, c'est-à-dire avec système de panneaux récupérateurs. Et faire ça en vigne étroite, c'est compliqué. Donc moi, ça fait longtemps que je pousse. Je sais qu'il y a des réticences. Je pense que si la Champagne ne sait pas, au moins pour les nouvelles plantations et peut-être même pour les anciennes, avoir ce changement, je pense qu'il y aura des problèmes peut-être plus rapidement qu'on l'imagine. Donc effectivement, ces vignes larges, avec un peu moins de potentiel d'ensoleillement, donc on conserve plus d'acidité, ce qui est plutôt favorable, ce qui n'était pas il y a 30 ans, mais ce qui l'est plutôt maintenant. Donc ça, je pense que, alors ça va modifier peut-être un peu le paysage, mais si un jour vous vous promenez entre la côte, enfin en Bourgogne, où vous avez les hautes côtes, hein, en vigne large, et la côte classique en vigne étroite, bah, vous direz que finalement les paysages du haut sont pas forcément moins jolis que ceux du bas, au contraire. Et c'est vrai que ça peut changer la typologie paysagère locale. Voilà, alors c'est petit, c'est juste pour vous dire que l'idée c'est que, et j'essaie de toujours terminer mes interventions en disant, bah voilà, le climat change, c'est plutôt une opportunité pour certaines régions, plutôt un handicap aujourd'hui, et demain, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et donc il y a toute une stratégie, et la Champagne a été d'ailleurs très tôt, c'est très tôt investi là-dessus, hein, pour essayer de réduire son impact effet de serre. Et je vais vous prendre 2-3 exemples pour illustrer de manière un peu plus concrète. Alors bien sûr, les consommations d'énergie dans la cave, dans le vignoble, tout ce qui est également packaging, parce que quand on a été, au début, on pensait, bah oui, l'énergie, c'est dans la cave, et l'effet de serre. Mais en fait, l'impact effet de serre, quand on fait un bilan carbone, est très important au niveau de la bouteille champenoise lourde, donc lourde à fabriquer, lourde à transporter, donc qui peut représenter jusqu'à un tiers du bilan global. On exporte, ce sont des commerciaux qui prennent l'avion, et donc forcément tout ça, ça génère aussi. Hein, et donc c'est vrai que ça a été un peu une surprise au départ, parce qu'on avait une vision cave, mais pas forcément la vision globale, qu'on appelle du berceau à la tombe. Et donc là, il y a une stratégie, la Champagne est déjà réduite de plus de 15%, et là-dessus est très en pointe, mais c'est pas évident. Hein, même, vous pouvez regarder vous-même en me disant, tiens, je fais mon bilan carbone, je vais essayer de réduire de 10%, vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Voilà, alors les enjeux, pour passer rapidement, sans trop entrer dans le détail. Le sol, à lui seul, comporte plus de carbone que l'atmosphère, et il y en a plus dans la partie qu'on voit pas, c'est-à-dire dans le sol lui-même, par rapport à la végétation. Et donc, il y a des pistes de stockage carbone qui, à mon avis, vont être des enjeux majeurs de l'agriculture et de la viticulture des prochaines années, tout en développant la vie microbiologique du sol, hein, qui est aussi une fixation de carbone. Voilà, donc ça fait partie des pistes. D'autres pistes, ça je connais bien, c'est directement mon sujet, c'est de faire des caves plus écologiques. Alors, en reprenant d'ailleurs un peu ce que faisaient les anciens, hein, parce que finalement l'énergie facile, on met de la clim et on a nos températures favorables, classiquement entre 12 et 15 degrés, selon les zones de la cave. Mais, et donc les anciens, eux, savaient, ils n'avaient pas d'électricité, donc il fallait bien trouver des solutions adaptées au contexte local, matériaux disponibles, bien sûr, données climatiques, pour avoir de la fraîcheur en été et de la chaleur en hiver. Donc c'était bien sûr enterré, en partie, donc la terre, à partir de donc quelques, on va dire 1 mètre, hein, on a très peu de variations, mais on n'a plus du tout de variation à partir de 6 mètres. Et donc le fait d'enterrer ou de bénéficier de systèmes du transfert d'inertie thermique
par des puits canadiens, par exemple, en créant des canalisations d'air, ou par de la géothermie, enfin un forage de 100 mètres dans lequel on intègre un tube coudé, et donc une circulation du fluide vient récupérer la température que l'on a en moyenne dans cette zone, qui est la moyenne de température annuelle. Voilà. Et d'autres approches aussi, qui déjà été utilisées notamment dans des pays continentaux. J'ai retrouvé ça en Moldavie, j'ai eu l'occasion de travailler pour eux, du toit végétal. Donc, au lieu d'avoir un toit classique, eh bien, on met effectivement du végétal. Donc, il y a différentes configurations. Il y en a chez Mouette, par exemple, la nouvelle cuverie de chez Mouette. Et donc, tout cela avec aussi l'aération, parce que ça, c'est des phénomènes qu'on a souvent négligés. Et il faut, par biomimétisme, s'inspirer de ce que font les termites, qui, sur un espace très réduit, produisent beaucoup de chaleur. Et donc, ont des systèmes effectivement très performants de transfert de l'air pour pas que ça chauffe de trop, parce que ça serait invivable. Voilà, donc autant de solutions simples, et ça c'est un des sujets sur lequel je travaille beaucoup. Je coordonne un travail au sein de l'OIV, et puis je fais des formations. Les œnologues maintenant ont cette formation dans différentes formations françaises. Et puis ça, un autre sujet aussi, parce que la partie traitement des effluents qui peut générer des quantités d'énergie importantes, plus les nuisances factives, et on utilise aussi par biomimétisme ce qui se passe dans des zones humides, des roseaux, que l'on plante dans des bassins, donc soit sur du sable, soit sur des galets, qui permet de traiter, ou encore mieux, le système que je suis en Italie, où là on met de la zéolite, une roche microporeuse qui accentue les traitements, et du coup on arrive pratiquement à éliminer, enfin dans certains cas à éliminer ces bassins qui sont toujours problématiques, et on se prépare mieux parce que quand l'eau passe dans ces filtres, eh bien elle est mieux purifiée pour la réutilisation de l'eau qui sera, à mon avis, peut-être pas en Champagne, mais dans beaucoup de régions, un impératif des prochaines décennies. Voilà, donc j'en arrive à la fin. Donc je vous ai présenté un peu des introductions, beaucoup d'applications, on va dire, techniques, mais je reste persuadé que par rapport à la filière viticole, les problèmes sociétaux, mondiaux, géostratégiques seront peut-être plus importants que les aspects strictement techniques. En plus, voilà, j'ai eu l'occasion de dire ça l'autre jour, intervention chez UNESCO, je pense on parle beaucoup de vaccins, on a une protection contre la folie des hommes avec le vaccin suite Deuxième Guerre mondiale et surtout des exactions. Le vaccin, malheureusement, ne protège que, et là on n'a pas, j'espère qu'on va pas le rappeler tout de suite, pour celui-là. Et donc on va avoir, à mon avis, des périodes difficiles. Alors donc, pour conclure, un petit peu, donner une vision un peu prospective. Donc nous faisons, ayons toujours à l'esprit que nous ne faisons qu'emprunter nos terroirs et les paysages de nos enfants, pour reprendre Saint-Exupéry. Et la culture, y compris dans l'art de déguster un vin, est une médiatrice entre l'animalité et l'humanité, de nature à favoriser les liens et l'empathie entre les hommes. Aspect dont on va avoir besoin, à mon avis, au cours des prochaines décennies. Merci de votre attention. Et bien sûr, place à la discussion. Alors j'espère que j'ai pas trop débordé, un petit peu. Ouais. Hop, un grand merci à Monsieur Rochard. Donc oui, nous avons quelques petites minutes pour une ou deux questions, si vous le souhaitez. Bonsoir, je suis Mélanie Tarlan, je suis vigneronne à Heuilly. Bonjour Mélanie. En fait, la présentation était intéressante. Personnellement, n'étant pas pour les vignes semi-larges, je suis un peu étonnée du parti pris politique, mais passons. Mais j'ai le droit. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, c'est je vais pas parler de ça maintenant, on en parlera tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans nos vendanges, et en effet, ma génération, contrairement à celle de papa, où on a vraiment ces vendanges qui commencent beaucoup plus tôt. On a des vendanges plus ensoleillées. Aujourd'hui, on travaille avec les 7 cépages. Donc, on a le Fromenteau, et également l'Arbane et le Petit Meslier. Et c'est intéressant parce que finalement, on commence avec le Fromenteau, qui est hâtif, tout à fait, qui date a priori de cette période du Moyen Âge. Donc, je sais pas, par rapport justement à cette étude, quand tu parlais de la plasticité des cépages, de l'étude qui a été faite de leur résistance à travers les différents siècles,
Mais donc on commence la vendange avec le Fromenteau, le Pinot Gris, et on la termine avec l'Arbanne et le Petit Meslier. Et c'est intéressant de voir que la Champagne a su garder, en tout cas pour jusqu'à ma génération, cette diversité de cépages. Et en effet, c'est peut-être que dans nos AOC, la multiplicité des cépages, ou apprendre plus de ce qu'on avait avant par la connaissance et informer de ça, je pense que c'est intéressant pour voir s'il y a des pistes qui sont là. Parce que dans les pays, quand on parle, je suis aussi avec, je connais de mieux en mieux l'Italie, donc je connais aussi de mieux en mieux les vignerons, les vigneronnes qui sont en Sicile avec des températures où il y a eu, par exemple, cette année, les 50 degrés. Et comment, pour autant, ça n'empêche pas ces régions de planter des cépages blancs parce qu'ils ont de l'altitude, parce qu'ils ont le vent, comme tu disais. Donc, en fait, le principe du cépage, et quand tu disais à la fin les différents clones, qu'est-ce qu'on recherche, il y a les porte-greffes, il y a les cépages, et pour moi, ça, c'est prédominant et c'est plus important que le changement d'un élargissement de la vigne, très clairement, parce que en fait, on change ici dans l'élargissement de la vigne. Le point que je veux dire quand même publiquement, c'est qu'en fait, n'a pas été étudiée une partie qui est aujourd'hui de plus en plus étudiée, qui est la partie du sous-sol, qui est la partie racinaire. Et la partie racinaire, la densité de la racine, si on élargit les vignes, la densité racinaire diminue. Et donc, il y a un potentiel qualitatif qui diminue de temps. Donc, si on change la conduite de la vigne, la morphologie racinaire peut changer, mais là, on n'est pas en train de changer la conduite de la vigne, elle continue d'être en espalier, et en fait, on est dans une perte de qualitatif possible. Voilà. Non, mais c'est sûr que c'est un débat. Mais le problème, c'est que si demain, moi, je pense que si demain, et je vois ça très rapidement, on est obligé de passer en traitement confiné, en vigne étroite, ça sera je pense que ça sera difficile, quoi. Et donc, entretien du sol, quand même, en Champagne, on n'est pas les champions, quoi. Enfin, je n'ai pas voulu mettre dans les points faibles, mais bon, en vigne étroite, c'est enfin, moi, j'en parle en connaissance de cause, je suis un peu vigneron aussi, peut-être un peu plus facile où il y a de la crème, mais sur Chiméridien, par exemple, faire d'enherbement sur Chiméridien, c'est dur, hein. Mais j'entendais aussi dans ta présentation, finalement, quand les terrasses ont été gardées, des choses ont été gardées de difficultés de faire la vigne, ça a aussi des effets bénéfiques. Donc, c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'on doit changer et qu'on doit mécaniser de manière, et sans regarder la qualité, en fait. Parce que si on baisse la qualité, après, le terroir, il a plus d'expression. Ouais. Enfin, bon, après, c'est un débat. Mais c'est-à-dire que même dans la présentation, finalement, je trouvais des choses où ça allait à l'encontre de ça. Mais là, ce que je voulais dire, c'était vraiment les anciens cépages et cette diversité. La Champagne aurait dû, enfin, ça a peut-être été fait, mais regardez ce qui se passe entre la côte et les Hautes-Côtes en Bourgogne, où là, on a des exemples de vignes installées depuis 30 ans. Parce que bon, c'est vrai qu'on part sur des a priori, mais en tout cas, je pense que, enfin, je te donne mon avis, hein, après, je serai peut-être plus là pour le voir. Je pense que si la Champagne saute pas le pas, elle le regrettera dans 20 ans ou dans 30 ans, peut-être même avant. C'est mon avis. Après, j'assume ce que je dis et tu as tout à fait raison de défendre ton point de vue. En fait, c'est pas moi qui défends, c'est-à-dire que c'est des agronomes, par ailleurs, qui ont d'autres pensées sur les choses. La recherche, au départ, elle a été faite pour la mécanisation. C'est quand même un autre sujet que de dire elle est faite pour l'environnement. Bah, sur l'enherbement, si, quand même. Il y a des exemples, quand même. Enfin, moi, j'en ai visité à Chouilly et autres. C'est quand même autre chose, en termes de gestion. Non, mais bon, après, c'est un débat. Hein, et c'est bien que la Champagne. En tout cas, moi, j'ai toujours pris position dans mes écrits. Et voilà, je pense que c'est mon point de vue, mais je peux me tromper. Hein. Et en tout cas, j'espère que s'il y a des nouvelles plantations, ça passera en vigne semi-large, notamment chez moi. En tout cas, qu'on nous donnera l'autorisation. Mais c'est bien qu'il y ait du débat. Hein. D'autres questions? En fait, j'ai l'impression qu'on pourrait presque même organiser une table ronde avec ce type de débat, quoi. Bonsoir. David Ménival, Crélière École Nord-Est. J'ai une réflexion plutôt par rapport à toute la présentation qui vient d'être faite. L'adaptation du terroir par rapport au climat. La définition du terroir, comme vous l'avez donnée, il y a, et vous avez insisté pas mal sur ce point-là, il y a la question de la culture.
Et donc finalement, ce que nous sommes nous en tant qu'hommes vis-à-vis de aussi important que voilà, vous avez beaucoup insisté sur ce point-là. J'ai une réflexion, je dirais, donc pour la Champagne, mais même de façon plus générale pour l'ensemble des vignobles. Ne pensez-vous pas que finalement, on risque d'avoir un problème, c'est-à-dire que le climat va changer plus rapidement que la culture? Possible. On se projette. La culture s'adaptera au climat. Enfin, il y aura des phénomènes. Vous savez, ce qu'il faut, c'est aussi regarder en arrière ce qui s'est passé au phylloxéra. Hein. Le phylloxéra, c'était une révolution. Et puis bon, finalement, la viticulture s'en est remis. Moi, je crois beaucoup aux capacités de l'homme pour s'adapter. Mais ça n'empêche que là où, je pense que la Champagne, il n'y a pas trop de problème. Mais là où il n'y a vraiment pas d'eau et qu'il n'y a pas possibilité d'irriguer, et je pense que c'est le cas notamment de la partie d'Espagne, par exemple, mais aussi du bassin méditerranéen. Donc là, l'adaptation ne pourra pas se poser. Enfin, je pense que parce que l'adaptation, il faut avoir un produit de qualité, mais il faut que ça reste rentable. Bon, pas trop un souci en Champagne, mais il y a beaucoup de régions, et c'est pour ça que moi je travaille sur un groupe là. Je suis co-animateur d'un groupe sur les terrasses que je souhaite défendre depuis longtemps à l'OIV, parce qu'il y a beaucoup de ces régions-là. Premièrement, c'est effectivement, alors c'est un optimum terrasse par rapport à l'ensoleillement. Bon, maintenant, ça peut être une contrainte. C'était aussi intéressant. C'est toujours intéressant par rapport aux valeurs paysagères, mais c'est la contrainte. Il n'y a plus de main d'œuvre. Comment gérer le sol? Alors peut-être que demain il y aura de la robotisation, mais robotisation en terrasse. Et donc ça, c'est des zones qui vont disparaître, à mon avis, avec l'effet amplificateur du changement climatique. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est pas forcément la seule cause. Hein. C'est ce que j'essayais de vous montrer au départ. C'est que c'est le changement climatique avec des attentes sociétales, avec des attentes durables plus globales. Et donc après, ça sera au cas par cas. Bon, la Champagne, au niveau économique, pour l'instant, ça va, quoi. C'est pas trop. Enfin, il y a des régions pires. Jean-Marie, tu veux aussi? Oui, Joël, il y a une piste que tu as montrée, c'est justement essayer de voir la vie dans le sol et les couverts végétaux. Et je pense que là, c'est une piste qui n'a pas été vraiment beaucoup travaillée. Ouais. Et il a été travaillé, je dirais, par tous les agronomes en montrant que justement de recapter du CO2, de redonner la vie au sol, de redonner, je dirais, plus de vers de terre, plus un sol qui va plus absorber l'eau, qui va le maintenir. Il y a tout un travail qui n'est pas mis en place, et on peut le faire sur des vignes telles qu'elles sont aujourd'hui, puisqu'il y a des essais, il y a des... Bon, c'est complexe. Mais si on n'aborde pas ça, on passe aussi à côté d'un certain nombre de choses. C'est un peu la facilité. C'est bon, ma fille a développé sur les problèmes des vignes larges, et je pense qu'elles ont peur que je dirais l'effet qualitatif soit vraiment négatif. Après, ça se discute, hein, c'est sûr. Par rapport, parce que ça peut entraîner une mutation des arrachages plus rapides. On sait que le vignoble, quand on a des vignes plus âgées, c'est quand même plus qualitatif que des vignes jeunes. Quand on fait des vins qui ont du caractère, on sent bien qu'il y a une évolution aussi dans la façon de voir les choses par rapport au terroir, par rapport à la qualité, par rapport à l'attente mondiale aussi de la qualité des vins. Donc, il faut aussi travailler sur tous ces aspects qualitatifs et pas seulement sur la facilité des choses. Non, mais je te rejoins. Le sol a été considéré, c'est peut-être encore plus vrai en agriculture, mais comme un simple sol support. Et on s'aperçoit que ce qui se passe en dessous est important. Hein, comme nous, ce qui se passe là, on a toujours négligé. Et maintenant, on s'aperçoit que toute microbiologie interne, entre guillemets, a son importance. Non, mais bon, après, ils arrivent maintenant à avoir des indicateurs, des éléments de mesure, parce qu'avant, c'était difficile de quantifier. Il y a que les gens des bio. Moi, je me souviens avoir interviewé Bourguignon, puisque pour un des projets européens, on avait fait des interviews. Bourguignon, donc un des consultants les plus connus sur le bio, a dit oui, changement climatique, mais il faut que les racines descendent, quoi. Et eux, ils l'avaient bien intégré. Voilà, donc je ne vais pas être trop long non plus pour pas prolonger, mais voilà.
Je vous remercie. En fait, je vous propose qu'on arrête là. On a déjà, en termes d'heure, on a déjà pas mal avancé. Encore merci, Monsieur Rochard, pour cette intervention magnifique qui invite beaucoup de questions et certainement rebondir Oui, encore bah, des c'est le sujets but. d'actualité pour les C'est le mois et années à venir. Un immense merci à vous. Juste les petites informations pour l'année prochaine. Donc, on vous donne rendez-vous le 20 janvier. Toujours pareil pour notre cycle de conférences. Là, on accueillera Aurélien Nouvion, qui est docteur en histoire médiévale de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Il nous proposera une conférence sur faire l'histoire comparée des vignes et vins bourguignons et champenois au Moyen-Âge, entre le 5e et le 16e siècle. Ce sera les résultats de sa thèse de doctorat qu'il a soutenue il y a quelques années maintenant. Donc, merci à vous, très bonne soirée, excellente fête de fin d'année et on se donne rendez-vous l'année prochaine avec un immense plaisir. Bonne soirée, au revoir. Merci.